le nom de Lilian Thuram résonne comme un écho dans l'histoire du football mondial. Né le 1er janvier 1972 à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, cet ancien défenseur de l'équipe de France a marqué les esprits par sa puissance physique, son intelligence tactique et ses 2 buts légendaires en demi-finale de la Coupe du Monde 1998 contre la Croatie. Mais au-delà des stades, Thuram s'est imposé comme un intellectuel et un militant acharné contre le racisme à travers sa fondation et des ouvrages comme Mes étoiles noires, 2010, ou La pensée blanche, 2020. À 53 ans, en septembre 2025, dans une interview exclusive accordée à un magazine culturel parisien, il brise un silence de plusieurs décennies. J'ai aimé un homme noir autrefois. Ses sentiments étaient profonds, sincères, et ils m'ont transformé, confie-t-il, le regard perdu sur les reflets de la scène. Cette révélation, longtemps murmurée dans les cercles médiatiques et sur les réseaux sociaux, n'est pas une simple anecdote. Elle dévoile les luttes intimes d'un homme confronté aux normes rigides de la masculinité, du sport et de la société post-coloniale. Ce reportage, fruit d'entretiens exclusifs, d'archives et d'analyses sociologiques, explore les multiples facettes de cette confession, depuis les rivages guadeloupéens jusqu'aux débats contemporains. En 7 chapitres, nous retraçons le parcours d'un homme qui, en se dévoilant, invite à repenser l'identité, l'amour et l'authenticité. Pointe-à-Pitre, 1972. Le soleil brûle les toits de tôle, et les rues vibrent au son des tambourkas et des rires d'enfants courant entre les bananiers. C'est dans ce décor que Rudy Lilian Thuram voit le jour, dans une famille modeste, où sa mère Mariana, femme de ménage, élève seule 5 enfants après le départ du père pour la métropole. La Guadeloupe était un mélange de liberté et de contrainte, raconte Thuram dans ses mémoires. Sous les manguiers, les jeux d'enfants ignorent les tabous. Les corps nus des garçons et des filles se mêlent dans l'insouciance des baignades. On ne jugeait pas, on vivait, se souvient-il, une nostalgie dans la voix. Pourtant, cette liberté est assez fragile. La société antillaise, marquée par l'héritage colonial, impose des normes strictes. Les récits familiaux, ancrés dans la tradition créole, exaltent le mariage hétérosexuel comme pilier de la communauté, reléguant toute déviation à la marge dans les chuchotements des voisins. Des études anthropologiques, comme celle de l'écrivaine martiniquaise Suzanne Dracius dans L'autre qui danse, 2007, décrivent une homophobie diffuse dans les Caraïbes, héritée des normes européennes imposées par l'esclavage. Les hommes, dans ce contexte post-colonial, sont sommés d'incarner une virilité sans faille, un rempart contre l'humiliation historique. Pour le jeune Lilian, cette pression se cristallise à 9 ans lors de son arrivée en métropole, à Avon, en Seine-et-Marne. Les HLM des Fougères, froids et gris, remplacent les couleurs vibrantes de son île. Les insultes raciales, sale nègre, pleuvent à l'école. Mais un autre trouble émerge. Un garçon du quartier, à la peau d'ébène et au sourire timide, éveille en lui une tendresse inexplicable. Je ne comprenais pas ce que je ressentais. J'avais peur qu'on me voie, qu'on me juge, confie-t-il en 2025. Ce premier amour interdit, comme il le nomme, est vite enfoui sous la honte et la nécessité de se conformer. Ce silence, né sous les tropiques et renforcé par l'exil, deviendra le fil rouge de sa vie. Dans la banlieue parisienne, des années 1980, le football devient le refuge de Thuram. Sur les terrains poussiéreux,
Il canalise sa rage face aux discriminations. Le ballon m'a donné une identité que la société me refusait, explique-t-il dans un documentaire de France Télévisions, 2018. À 14 ans, repéré par l'AS Monaco, il intègre un centre de formation où la discipline est militaire. Les vestiaires, ces sanctuaires de la masculinité, résonnent de plaisanteries homophobes, un rituel pour souder les égaux. On riait des pédés, mais c'était une façon de cacher nos propres failles, admet-il aujourd'hui. Son ascension est météorique, de Monaco à Parme, 1996, puis à la Juventus Turin et au FC Barcelone. Il collectionne 142 sélections en équipe de France, 2 Coupes du Monde, 1998, vice-champion en 2006 et 1 Euro 2000. Symbole du black blanc beurre, il incarne une France multiculturelle célébrée par 36 millions de téléspectateurs lors de la victoire de 1998. Pourtant, cette gloire cache une solitude. Le 8 juillet 1998, au Stade de France, ses 2 buts contre la Croatie font de lui un héros national. Les images d'archives montrent un Thuram exalté, porté par la foule. Mais dans l'intimité des hôtels d'équipe, un autre combat se joue. Un coéquipier, un attaquant antillais à la silhouette sculpturale, ranime le trouble de son adolescence. Nos discussions sur nos racines, sur l'esclavage, sur la fierté noire, étaient plus qu'amicales. Je ressentais un désir que je n'osais nommer, confesse-t-il. Des baisers furtifs, des regards prolongés dans les douches. Ces moments, rares et secrets, sont étouffés par la peur. Le psychologue du sport, Pierre Chazot, dans Psychologie du footballeur, 2015, explique « Le vestiaire est un espace où l'homosexualité est taboue, car elle menace l'unité masculine perçue comme essentielle à la victoire. Thuram, défenseur intraitable, bloque ses émotions comme il bloque les attaquants adverses. Marié à Sandra, père de Marcus, né en 1997, attaquant à l'Inter Milan, et Kefren, né en 2001, milieu à la Juventus, il construit une vie familiale qui semble irréprochable. Mais ce rôle de patriarche dissimule une vérité. Cet amour pour un homme, jamais pleinement vécu, le hante. En 2008, à 36 ans, Thuram raccroche les crampons. Loin des terrains, il embrasse une nouvelle mission, déconstruire le racisme. Sa fondation Lilian Thuram, créée en 2008, sillonne les écoles européennes pour éduquer contre les préjugés. Dans Mes étoiles noires, il célèbre des figures afro-descendantes, de Toussaint Louverture à Angela Davis, affirmant « La peau noire n'est pas une malédiction, mais une force ». Dans La pensée blanche, 2020, il analyse comment le colonialisme a hiérarchisé les corps, imposant une suprématie blanche. Ses conférences, de Stockholm à Soweto, lui valent des doctorats honorifiques. Mais cette croisade, saluée par des intellectuels comme Achille Mbembe, cache une lutte intérieure. Thuram lit explicitement racisme et homophobie. Les deux sont des produits de la même logique. Un système qui impose une norme, blanche, hétérosexuelle, pour dominer, déclare-t-il lors d'un colloque à l'UNESCO en 2015. Cette réflexion n'est pas abstraite. En privé, il confie à un proche, cité anonymement, « J'ai toujours su que mes sentiments pour cet homme étaient liés à ma négritude. Les nier, c'était trahir ma propre identité. » Une lecture inspirée de Michel Foucault, Histoire de la sexualité 1976, éclaire ce paradoxe. La sexualité coloniale,
imposée par l'Occident, valorise l'hétérosexualité comme outil de reproduction et de contrôle social. Aimer un homme noir, dans ce cadre, est un double acte de rébellion contre le racisme et contre l'hétéronormativité. En 2013, son soutien au mariage pour tous en France, où il compare l'homophobie au racisme, surprend par sa vigueur. C'était personnel, mais je ne pouvais pas encore le dire, avoue-t-il en 2025. Sa fondation, en intégrant des modules sur l'intersectionnalité, devient un espace où il encourage les jeunes à explorer leur identité sans crainte, tout en gardant son propre secret. Septembre 2025, Paris, Café de Flore. Sous les auvents rayés, Thuram, cheveux, poivre et sel, commande un expresso. J'ai 53 ans. Mes fils, Marcus et Kefren, sont des hommes accomplis. Il est temps pour moi d'être entier. Lance-t-il, une gravité dans la voix. L'interview, publiée dans Les Inrecuptibles, fait l'effet d'une bombe. Il raconte, à 22 ans, à Clairefontaine, il tombe amoureux d'un coéquipier guadeloupéen, un milieu de terrain au charisme magnétique. Ses mots, son rire, sa peau qui brillait sous le soleil. J'étais attiré physiquement, émotionnellement. Ce n'était pas une passade, confie-t-il. Leurs nuits à discuter de l'histoire antillaise, leur contact furtif, une main sur l'épaule, un baiser dans l'obscurité des vestiaires, marquent une parenthèse interdite. La peur du scandale, dans le football des années 1990, les sépare. Cet homme, aujourd'hui retraité et père de famille, reste anonyme par respect. Thuram contextualise. À l'époque, être gay dans le foot, c'était impensable. Être noir et gay, une condamnation. Une étude de l'ILGA Europe, 2024, confirme. Seuls 2% des footballeurs professionnels s'identifient comme LGBTQ+, contre 7% dans la population générale. Le sport impose une masculinité hétéronormée pour plaire au public, analyse Thuram. Ses fils réagissent avec une maturité remarquable. Marcus, depuis 1000 ans, papa a toujours défendu l'authenticité. Cette vérité le rend encore plus grand. Kefren, depuis Nice, ça ne change rien à l'amour qu'on lui porte. La presse oscille entre admiration et sensationnalisme. L'équipe titre « Thuram, le courage d'aimer ». Mais des tabloïds, comme Closer, cherchent le scandale. Qui est l'amant secret de Thuram? Lui reste impassible. Ce n'est pas une histoire de nom, c'est une histoire d'humanité. L'onde de choc se propage. Dans les vestiaires de Doha, où Marcus prépare un match de Ligue des Champions, un jeune joueur confie « Thuram ouvre une brèche. Ça donne de l'espoir aux gamins qui se cachent. L'UEFA, via son initiative, le Day de Equal Game, salue un acte de bravoure pour l'inclusion. Mais les résistances surgissent. En Italie, où Thuram a brillé à Parme, des ultras d'extrême droite dénoncent un « agenda woke ». En France, des figures conservatrices, comme Éric Zemmour, tweetent « Thuram instrumentalise son passé pour promouvoir la déviance ». Cette polarisation reflète une tension analysée par Éric Fassin dans Le sexe impensé, 2008. Les coming out deviennent des champs de bataille idéologiques. Les associations LGBTQ+, comme Inter-LGBT, célèbrent. Thuram montre que racisme et homophobie sont liés, c'est un tournant. Sur X, Thuram Love l'explose avec 700 000 mentions en 72 heures. Des débats de télévisés sur BFM TV opposent commentateurs. La psychanalyste Julia Kristeva parle d'une catharsis libératrice, tandis qu'un éditorialiste de Valeurs actuelles fustige une victimisation calculée. Thuram, dans une conférence de presse, répond
Les critiques prouvent que le tabou persiste. Mais je ne regrette rien. Le silence était une prison. Cette révélation n'est pas qu'une affaire personnelle. Elle incarne l'intersectionnalité, concept forgé par Kimberlé Crenshaw en 1989. Les oppressions, racisme, homophobie, sexisme se croisent et s'amplifient. Thuram, dans Manifeste pour l'égalité, 2008, écrivait déjà « Le racisme est un système qui nie l'humanité, l'homophobie aussi ». Son aveu donne chair à cette idée. Aimer un homme noir, c'est défier un double stigmate. En niant mes sentiments, je participais à ma propre oppression, analyse-t-il. Cette réflexion résonne avec les travaux de Bell Hooks, qui dans Ain't I a Woman, 1981, montre comment les hommes noirs, pour contrer le racisme, adoptent souvent une hyper-masculinité toxique. Pour les jeunes Antillais, cet aveu est un phare. Thuram nous dit « Soyez fiers de qui vous êtes entièrement », témoigne un éducateur de sa fondation. Dans le sport, il pose une question brûlante. Pourquoi si peu de coming out? Une réponse réside dans l'histoire coloniale, où le corps noir était réduit à une machine productive, désexualisée ou hypersexualisée selon les besoins de l'oppresseur. En assumant son passé, Thuram défie cette histoire. À 53 ans, Thuram est plus libre que jamais. Sa fondation intègre des ateliers sur les identités queer et raciales, touchant 60 000 élèves par an. Son prochain livre, Amour noir, explore les fluidités affectives dans la diaspora africaine. Avec ses fils, il cultive un dialogue ouvert. Ils m'ont appris que la vulnérabilité est une force, dit-il. Sandra, son ex-compagne, déclare « Son aveu n'efface pas notre passé, il l'éclaire ». Icône du football militant antiraciste, Thuram devient un symbole queer noir, un pont entre les luttes. Et vous, qu'en pensez-vous? Cet aveu est-il un pas vers une société plus inclusive? Ou restera-t-il une exception dans un monde du sport encore rigide? Le football français peut-il briser ses tabous? Ou les normes de la masculinité persisteront-elles? Partagez vos réflexions en commentaire. Likez si cette histoire vous a touché. Et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui redéfinissent l'humain.